Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État, hôte du Khalife général des Mourides, cette visite intervient à moins de 3 jours du Grand Magal de Touba. Le président de la République va passer 48 heures dans la ville sainte. Avant de se rendre à Touba, le chef de l'État a reçu son homologue rwandais. Paul Kagame effectue une visite d'amitié et de travail au Sénégal. Cette visite permettra au Sénégal et au Rwanda de définir les grands axes de leur coopération bilatérale. Et puis la première dame honorée par le Centre international des affaires stratégiques, elle a été élue femme de l'année par 60 sommités mondiales. Le jury a salué ses actions en faveur des personnes défavorisées. Le chef de l'État est à Touba depuis cet après-midi pour un séjour de 48 heures. Le président Macky Sall a été accueilli à son arrivée dans la ville sainte par des dignitaires de la communauté mouride, dont le porte-parole du Khalife Serigne Bass Abdou Khadre. Il a ensuite été reçu, on va le voir, par le Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Le chef de l'État accueilli à son arrivée par le porte-parole du Khalife Serigne Bass Abdou Khadre. Il a été ensuite reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Une visite du chef de l'État qui intervient à 72 heures du Grand Magal de Touba, prévu dimanche prochain. Un événement qui commémore le départ en exil du Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Le président Macky Sall est accompagné du Premier ministre Aminata Touré et de plusieurs membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Il va effectuer la prière du vendredi à Touba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président Paul Kagame du Rwanda, en visite privée à Dakar, a été reçu par son homologue sénégalais, le président Macky Sall, le chef d'État rwandais, qui arrive donc à l'aéroport accueilli par son homologue, le président Macky Sall, ainsi que le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement. Le président Paul Kagame qui va passer 24 heures au Sénégal, une visite qui permettra aux deux pays de définir les grands axes de leur coopération. Voilà, le président Paul Kagame du Rwanda, en visite privée à Dakar, a été reçu, je vous le disais, par son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Les deux chefs d'État ont discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que de sujets concernant le continent. Le président Kagame a invité le chef de l'État à se rendre au Rwanda. Invitation acceptée par le président Macky Sall. Nous écoutons le président Paul Kagame au micro de Khadika. Je suis très content d'avoir enfin trouvé le temps de venir rendre visite à mon ami et frère, le président Macky Sall, avec qui nous travaillons ensemble d'ailleurs depuis un certain temps sur les affaires du continent et autres. Mais en fin de compte, je suis quand même content d'être venu ici même à Dakar pour pouvoir m'entretenir avec le président Macky Sall d'un certain nombre de questions d'ordre bilatéral, des questions touchant aux affaires de notre continent, bref, des questions d'intérêt commun. Et ça me donne aussi l'opportunité d'inviter le président, quand il trouvera le temps, n'est-ce pas, de venir nous rendre visite à Rwanda. C'est une invitation qui est acceptée aussi. When he finds time to visit Rwanda. Tristesse et consternation ce matin au camp Dial Diop à l'occasion de la cérémonie funèbre des 2 soldats sénégalais morts au Mali. Le chef suprême des armées, le président Macky Sall, a rendu les hommages de la nation à ces 2 djambars tombés sur le champ d'honneur. Pape Biram Bigué. L'émotion au camp Dial Diop. Les hommages de la nation à 2 héros, morts pour la paix et la liberté.
Le caporal-chef Ousmane Fall et le soldat de première classe, Cheikh Tidiane Sarr, faisaient partie du corps d'élite des commandos de la 12e compagnie des forces armées. Ils sont tombés à Kidal, une sombre matinée du 14 décembre 2013. Le caporal-chef Ousmane Fall et le soldat de première classe, Cheikh Tidiane Sarr, ont été ravis à notre affection au cours d'un lâche et barbare attentat à la voiture piégée, perpétré par un groupe terroriste. Le souvenir de ces deux illustres fils de la nation restera toujours dans nos cœurs et leur nom sera inscrit en lettres d'or au mémorial des Djambars tombés au champ d'honneur pour que le devoir de mémoire reste vivace à travers les âges et les générations. Le chef suprême des armées honore la mémoire de ces 12 Djambars. Une décoration à titre posthume pour service rendu à la nation. En décidant de combattre le terrorisme au Mali, c'est une action avant-gardiste pour la défense du sanctuaire national, mais aussi l'engagement d'honorer une diplomatie de paix pour rester solidaire envers un pays ami et frère jumeau, le Mali. En prenant la décision historique d'envoyer un contingent au Mali, alors même que les Nations Unies n'avaient pas encore décidé d'envoyer des casques bleus, notre pays a voulu exprimer une solidarité à l'égard de son frère jumeau, le Mali. Aller combattre au Mali contre le terrorisme, c'est aussi faire preuve d'une sécurité préventive pour le Sénégal. Empruntant votre devise, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Pour permettre à l'armée nationale de jouer pleinement son rôle, le chef de l'État s'est engagé à doter les forces armées de moyens conséquents. Avec une force de frappe efficace, notre armée pourra perpétuer cette tradition d'excellence reconnue sur le plan international, avec une présence sur plusieurs foyers de tension du monde depuis les indépendances. Le Sénégal sera toujours debout et son armée nationale avec, pour faire face à toutes les menaces. Et j'entends en ce qui me concerne, en ma qualité de chef suprême des armées, donner tous les moyens nécessaires à l'armée nationale pour assumer ses missions régaliennes de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, mais partout où la communauté internationale fera appel au Sénégal. Qu'ils reposent en paix, ces valeureux Djambars. Ils sont tombés avec les armes à la main, en vrai commando. Que la terre de la mère patrie leur soit légère. Tout juste après ce journal, vous pourrez suivre une page spéciale consacrée à l'hommage rendu à ces deux soldats tués dans un attentat au Mali. Le ministère du Transport terrestre a procédé ce matin au lancement d'une caravane de sensibilisation sur la sécurité routière en vue du Magal de Touba. C'est à Diamaguène qu'a eu lieu ce lancement, donc en présence des transporteurs, chauffeurs, apprentis et accidentés de la route. L'objectif est de réduire de façon drastique les accidents sur la route du Magal. El Hadj Tiandrame. À quelques jours du Magal, tous les chemins mènent à Touba. Mais les routes du Magal sont souvent entachées de sang, la cause des accidents. Ces chauffeurs, apprentis, victimes d'accidents, tous disent aujourd'hui encore, plus jamais ça. Pour pouvoir être un bon conducteur, il faut éviter l'alcool et la drogue. Il faut éviter excès de vitesse. Ici à Diamaguène, pour le lancement de la caravane de sensibilisation, les chauffeurs et apprentis mettent beaucoup de vigueur à s'arracher les t-shirts et casquettes. Mais c'est bien sur le terrain de la prudence qu'ils sont attendus.
sur le respect également du code de la route. Prudence sur les routes. La prudence est mère de sûreté. Et puis, ne pas se fixer une heure d'arrivée, une heure de départ. Se reposer après 2 heures de route. Lorsqu'un accident se produit, on parle souvent des morts, oubliant les survivants. Ils vivent péniblement et ne souhaitent à personne de telles souffrances. Celui qui est mort, il est sauvé. Mais vous savez ce qui est difficile dans la vie? C'est celui qui devient invalide pour le reste de sa vie. Ça coûte cher, c'est dangereux, c'est un poids très lourd par rapport à sa famille. La caravane composée de transporteurs, consommateurs, auto-écoles, entre autres, va se rendre à Touba en passant par plusieurs régions pour continuer la sensibilisation. Sensibilisation sur la route du Magal. Le Magal, justement, le récital de Coran occupe une place importante dans le programme. Vu son importance, le Khalif général des Mourides invite les fidèles à lire intégralement 3 fois le Saint-Coran. Seydina Alioune Fall. Le récital du Coran. L'acte occupe une place importante dans le programme du Grand Magal de Touba. Le Khalif général des Mourides a demandé cette année encore aux fidèles de beaucoup lire le Saint-Coran durant l'événement. À l'est de la grande mosquée de Touba sera aménagé un espace dédié à la lecture du Coran. Tous les daras établis à Diourbel et Touba sont invités à y participer. Dans cette partie de la mosquée où se trouve le Daré Kamil, une tente sera érigée. Une extension pour recevoir les centaines de talibés qui viendront lire le Coran. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a demandé durant ce magal de beaucoup lire le Coran et les Khassaïd. La lecture du Coran fait partie des recommandations durant le grand magal de Touba. Daré Kamil, espace créé par Cheikhoul Khadim, est réservé à la lecture du Coran. Au début, 28 talibés étaient désignés pour réciter quotidiennement le Coran. Depuis, l'exemple a été multiplié et aujourd'hui, tout autour de la grande mosquée, se sont érigés 8 autres Daré Kamil. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, Khalif général des Mourides, a demandé à chaque talibé de lire intégralement 3 fois le Coran durant cette période de Magal pour honorer le prophète paix et salut sur lui et son vénéré serviteur Cheikhoul Khadim. Et puis notez qu'un accident s'est produit cet après-midi sur la route nationale sur l'axe Patte-d'Oie-Cambérène, mais aucun blessé grave n'a été noté. Le préfet de Dakar qui s'est rendu sur les lieux a appelé à la prudence. Alioune Badara Diop est au micro de Salif Seck. Compte tenu du fait que nous sommes à la veille du Magal de Touba, et vous comprenez qu'il y a une sortie très forte des véhicules à destination de Touba. Ça cause énormément de dégréments. Cet accident également fait suite à l'accident que nous avons connu hier soir sous le pont Malixi, qui a bloqué la circulation pratiquement toute l'après-midi et une partie de la nuit. Ce que nous voulons, c'est lancer un appel aux usagers de la route, aux chauffeurs, d'être encore beaucoup plus prudents. Nous sommes à la veille d'une fête. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aller à Touba en paix, en toute tranquillité. Il est important qu'ils s'arment de patience, qu'ils roulent doucement et qu'ils prennent les mesures nécessaires en termes de vérification de leurs moyens de transport pour que les véhicules qui ne peuvent pas rouler ne soient pas mis sur la route. Ça vraiment c'est un appel très fort que nous lançons parce que des efforts sont menés par l'État et le gouvernement pour accompagner les chauffeurs et des moyens ont été mis à la disposition. Mais vous voyez ce que ça cause comme désagrément. C'est regrettable d'avoir une situation de cette nature. Près de 200 maisons ont été démolies à Gadaye au nord de Guédiawaye pour le motif de construction illégale sur une propriété appartenant à autrui. La démolition a été effectuée par la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation au sol. Elle résulte d'une décision de justice donnant raison à Babacar Fall de Technologie 2000, Youssouf Kaba. 2 pelles mécaniques en action sous haute surveillance de la gendarmerie pour démolir ce qui est considéré comme construction illégale sur le site de Gadaye 2, au nord de la ville de Guédiawaye sur le littoral. Ce site fait l'objet d'un contentieux qui oppose certains membres de la collectivité Lébou des lieux et un promoteur privé. Le promoteur bénéficie d'un bail. C'est un terrain qu'il a acquis de la famille Ndiobène de Yeumbeul. Même s'il est vrai que c'est un terrain titre foncier de l'État, que l'État avait affecté à la famille Ndiobène, laquelle famille a cédé ce terrain au promoteur du nom de M. Babacar Fall. Et donc M. Babacar Fall bénéficiait non seulement d'un bail,
mais d'une autorisation même de lotir du titre. Mais entre-temps, le terrain a fait l'objet de morcellement et occupé irrégulièrement. Les occupants, dans l'ignorance totale de cette situation, ont acquis leur parcelle à raison de 2 millions de francs CFA et un acte de vente comme seul papier. Informés par la suite sur l'illégalité de leur occupation, ils ont été sommés d'arrêter les travaux et de quitter les lieux. Ceci à plusieurs reprises selon les autorités, mais téméraires qu'ils étaient, ces travaux n'ont jamais cessé. Résultat, une démolition en grand pompe aux grandes dames de ces pauvres citoyens. Au Sénégal, c'est maintenant qu'on commence à parler de papiers sûrs ou pas sûrs. Avant, les gens venaient occuper les terres. À la suite, on leur fait un bail. Une femme qui se débrouille toute seule, si elle voit un terrain même à 15 francs, elle en profite sans se poser des questions. C'est tout, c'est la volonté de Dieu. On a vu ces lotissements, on s'est renseigné, on nous a dit qu'ils sont à vendre. Et tout le monde sait qu'ici au Sénégal, ce sont les Lébous qui vendent des terrains. On nous a remis un acte de vente et ils nous ont promis d'autres papiers à la mairie. Jusqu'à présent, nous attendons. Cette situation découle d'une plainte du promoteur Babacar Fall qui a vu son terrain de 4 hectares acquis par bail occupé à sa grande surprise par ceux qu'il appelle des faussaires. Nous avons tenté d'ailleurs de les joindre, mais sans succès. Pendant ce temps, le propriétaire espère entrer en possession de son terrain pour terminer la phase 2 de son projet Gadaï. Un terrain que nous avons acquis de l'État en 2003, puisque ce terrain ne nous appartient pas. C'est un titre foncier titré 9952, qui a été titré au nom de l'État, que l'État nous a donné en bail. Et nous avons suivi toutes les procédures, la vente notariale, l'inscription au livre foncier de Pékin, au titre de 9952, et nous avons continué payé les redevances de bail jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous disposions de l'autorisation de lotir pour pouvoir aujourd'hui entamer la deuxième phase de la promotion immobilière. La justice a déjà tranché en faveur de Babacar Fall. Quelques membres du groupe des malfaiteurs sont incarcérés et d'autres sont fortement recherchés par la police. En attendant, les victimes sont invitées à porter plainte auprès du procureur de la République. Le gouvernement du Sénégal continue sa réflexion sur le projet d'accélération de la procédure de demande de traitement et de délivrance de l'autorisation de construire. L'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État et le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat ont tenu un atelier de 3 jours à Saly pour voir comment réduire les délais d'obtention du permis de construire. Un système d'informatique sera mis en place pour faciliter les démarches d'Amsila. Dans sa politique de modernisation de l'ensemble des processus administratifs attachés au foncier, le gouvernement lance le projet Télédac. Le principal objectif est de réduire les coûts et délais de traitement des dossiers de demande d'autorisation de construire. La région de Dakar est choisie pour la phase pilote. Vous avez entendu récemment, on a beaucoup parlé du Doing Business en disant que le Sénégal a un retard sur Doing Business. Justement, le projet de dématérialisation du permis de construire aide à améliorer le classement de notre pays dans le Doing Business. Donc ça, c'est déjà au niveau environnement des affaires. C'est un projet qui aura un impact sur ce classement. Mais aussi, ça va aider un peu dans ce processus de dématérialisation des procédures administratives que nous avons lancé depuis plusieurs années et que nous sommes aujourd'hui en train d'accélérer pour que vraiment toutes les procédures administratives soient dématérialisées. J'ai le plaisir de vous annoncer que le projet de Télédac sera opérationnel courant janvier. Dans cet atelier de 3 jours, l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État et le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat élaborent un plan stratégique pour bien cerner la question. Au terme du projet, les usagers vont effectuer toutes les procédures de demande de traitement et de délivrance de l'autorisation de construire via l'Internet. Le permis de construire pose beaucoup de difficultés au Sénégal. Les délais légaux pour les dossiers simples sont de 28 jours et pour les dossiers compliqués, 40 jours. Mais on se rend compte que ce délai est largement dépassé. Des fois, il arrive d'ailleurs qu'un citoyen sénégalais dépose un permis de construire et qu'il attende plus de 80 jours avant de l'obtenir. Nous, au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, et avec nos partenaires de l'ADIE et du BOM, nous sommes donc décidés à aller le plus vite possible. La révision du Code de l'urbanisme et de la construction en cours fait partie des nombreuses réformes prévues. L'objectif est d'instaurer une administration moderne, efficace et performante au service du citoyen.
La gestion du foncier dans le développement local, c'est le thème d'une rencontre qui s'est tenue ce 18 décembre au bureau de la Fondation Konrad Adenauer. L'initiative est du CESTI avec le concours de l'ONG Oxfam et de la Fondation allemande. Cette rencontre entre dans le cadre dénommé Regard croisé. Cette année, la réflexion va tourner autour de médias et bonne gouvernance. Mansour Sow. Fondation Konrad Adenauer, Stèle Mermoz, point de convergence des acteurs des médias. Étudiants en société civile, chercheurs, autorités politiques réfléchissent ce matin sur la lancinante question de la gestion foncière dans le développement local. Un thème plus que d'actualité. Dans le monde, beaucoup de conflits ont eu pour soubassement la question de la gestion foncière. Soit c'est à l'intérieur d'un État, où les gens se disputent des assiettes foncières, ou bien entre deux États qui se disputent une frontière. Ce qui démontre l'importance capitale de la terre. Il y a de la place pour l'agrobusiness, mais d'abord il faut penser à produire pour se nourrir. Les populations doivent avoir leur place, les agrobusiness doivent avoir leur place, mais il faut d'abord au préalable définir la propriété foncière. À qui appartient la terre? Qui gère la terre? Pour qui gère-t-on la terre? Outre l'exemple de Mbane, une localité tristement connue à cause des crises liées au foncier, et les panélistes se sont penchés sur l'accès des femmes à la terre. Il s'est aussi agi de définir le rôle des médias dans la gestion foncière. Il faut que l'information soit traitée d'une façon effective pour qu'il y ait une meilleure visibilité sur ces problématiques au niveau de la population locale, au niveau des citoyens, au niveau des cadres. Donc les journalistes doivent être entièrement impliqués dans la réussite de cette nouvelle réforme qui a été initiée par le président de la République, en l'occurrence l'acte 3 de la décentralisation. Nous pensons que les journalistes, les médias peuvent donc jouer un rôle très important en informant les populations pour apaiser des conflits, puisque conflits il y en a eu, conflits il y en aura peut-être encore. Et cette plateforme que nous offrons aujourd'hui à tous les acteurs, voilà, des médias, de la politique et de la société, j'espère constituera une pierre à l'édifice. Regard croisé est une initiative du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer et l'ONG Oxfam. À travers cette plateforme, acteurs de la société civile, mouvements associatifs et universitaires trouvent un espace de réflexion et d'échange sur les questions qui font l'actualité. Je vous le disais dans les titres, la première dame a été élue femme de l'année 2013 par le Centre international des affaires stratégiques. Madame Mariam Faisal a reçu sa distinction ce matin au Palais de la République. C'était en présence des membres de la Fondation Servir le Sénégal. Elle succède à la première dame de la République dominicaine élue femme de l'année 2011, François Seck. Son action en faveur des personnes défavorisées, son engagement à travers une solidarité agissante, son dynamisme et surtout sa grande humilité lui ont valu d'être élue femme de l'année 2013. C'est la première dame musulmane et africaine qui a pu obtenir un vote pratiquement à l'unanimité. D'abord, on a basé ce vote-là et ce choix-là sur l'humilité de cette dame, pas parce qu'elle est la femme du président Macky Sall, mais parce que la femme qui a servi le peuple du Sénégal et la population de l'Afrique avec beaucoup d'abnégation et d'humilité. C'est la raison pour laquelle nous avons voté pour elle et nous l'avons choisie pour être la femme de l'année 2013. Sur les 63 membres du conseil d'administration, 60 lui ont accordé leur voix face à Catherine Ashton, autant dire un plébiscite. Dame de cœur, la présidente de la Fondation Servir le Sénégal apprécie à sa juste valeur ce choix porté sur elle. Au-delà de sa personne, c'est la fondation qu'elle dirige qui est honorée. J'exprime toute la reconnaissance de la première dame, mais aussi du peuple sénégalais, d'avoir choisi cette dame qui, par sa simplicité,
sa discrétion, son humilité accompagnent son mari dans ses tâches redoutables, voire très difficiles. C'est une femme exceptionnelle. Invité surprise, l'époux, le chef de l'État est accueilli par une salve d'applaudissements. Tout admiratif devant cette distinction décernée à son épouse. Le Centre international des affaires stratégiques est composé de sommités mondiales comme Felipe González, Kofi Annan et Jesse Jackson. Dans la foulée, le centre prévoit d'organiser au Sénégal la prochaine conférence sur la sécurité en Afrique en mai 2014. Le PRACAS, c'est le tout nouveau programme d'accélération de la cadence pour une autosuffisance alimentaire en riz et de certains produits alimentaires de base. Ce programme va coûter plus de 581 milliards de francs CFA. La révélation est du ministre de l'Agriculture, invité du Conseil économique, social et environnemental, Ibrahima Pabigué. L'agriculture familiale et l'agrobusiness ont fait l'objet d'un débat au Conseil économique, social et environnemental. Les conseillers ont soulevé leurs préoccupations par rapport aux difficultés que ces deux types d'agriculture sont confrontés. Il s'agit de l'absence de matériels agricoles adéquats, le problème de la maîtrise de l'eau, le problème du foncier, la salinisation des terres, le climat des affaires, l'autosuffisance alimentaire, entre autres. En réponse à ces inquiétudes, le ministre est voulu rassurant car, soutient-il, la plupart de ces recommandations faites ont été déjà prises en charge par le gouvernement. C'est le cas de l'autosuffisance alimentaire. Sur cette question, un programme d'accélération de la cadence dénommé PRACAS est envisagé. Nous sommes en train de finaliser un programme que nous avons appelé programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS. Et ce programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise repose sur une série limitée de produits. C'est un programme qui est en cours de finalisation, qui va coûter à peu près 581 milliards. Quels sont ceux qui votent pour son adoption, sous son adoption? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Donc, l'Agence du commerce, de la conjoncture et de la commission de l'agriculture, du développement rural est adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Cette dernière session du Conseil économique, social et environnemental a aussi servi de cadre à la présidente pour tirer un bilan. Au total, 8 rapports ont été étudiés au cours de cette première année d'exercice. Ils ont porté sur des maladies chroniques, la création des emplois, la sécurité énergétique, de la bonne gouvernance jusqu'à la gestion des déchets, sans oublier d'autres secteurs de l'économie nationale. Bientôt l'implantation dans les médias, dans les universités de Dakar, Ziguinchor et à l'école polytechnique de Thiès de centres relais d'appui à l'innovation et la technologie destiné à la recherche appliquée. Ce programme de l'ASPIT qui entre dans le cadre du projet CATI, mis en place par l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est entré dans sa phase active avec la tenue à Dakar d'un séminaire de formation des formateurs Alassane Diédhiou. Le démarrage officiel de la formation des formateurs des centres d'appui à la technologie et à l'innovation constitue un jalon majeur qui vient d'être posé dans l'optique de renforcement des capacités inventives et créatives de nos universités et centres de recherche. Pour l'ASPIT, l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, l'enjeu est de taille. L'enjeu majeur, c'est que ces centres-là vont permettre au Sénégal de réduire les écarts qui existent véritablement entre les pays développés et les pays en voie de développement, en permettant aujourd'hui que l'on puisse disposer de 80 millions d'informations, au moins scientifiques et technologiques, à travers des documents brevets et des documents scientifiques pour nos chercheurs, nos universitaires, mais aussi pour un certain nombre de secteurs de l'économie sénégalaise, en l'occurrence les petites et moyennes entreprises, les hôpitaux. On le sait et les autorités en charge de l'industrie l'ont très tôt compris, la mise en place des centres d'appui à la technologie et à l'innovation vise à doter notre pays d'un outil efficace de redynamisation de la recherche scientifique et technologique, passage incontournable vers une économie compétitive, une économie émergente. Dans cette dynamique, le Sénégal peut compter sur l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le projet CATI, c'est-à-dire le projet tendant à l'établissement des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, initié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle depuis septembre 2007,
vise à élever le niveau des connaissances techniques et scientifiques dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés membres, comme le Sénégal, afin qu'ils puissent réduire les écarts qui existent dans ce domaine. Ce séminaire de formation des formateurs prélude au lancement prochain par l'ASPIT des centres relais dans les universités de Dakar, Ziguinchor et l'école polytechnique de Thiès. Fin de mission de volontaires japonais, elles ont participé à la promotion pour une pêche durable et mené également des campagnes de sensibilisation. Leur travail a été magnifié par l'agence japonaise de coopération internationale Salufsec. Cette cérémonie marque la fin de mission de 4 volontaires japonaises dans notre pays. Nene Tamba, Mam Diakha, Awasow et Seynabou Diop ont durant 2 ans travaillé à Koumpentoum, Mbour, Linguère et Louga aux côtés des populations. J'avais fait diverses activités, parmi lesquelles enseigner l'hygiène dans les écoles, faire la formation pour le groupement de femmes. J'ai habité à Mbour pendant 2 ans. J'ai été envoyée au service de pêche Mbour. Tandis que je faisais le tour sur les villages de pêche dans le département de Mbour, j'étais à la responsabilité du rapport de statistiques au bureau. Ces 4 volontaires ont contribué donc au développement socio-économique du Sénégal. Elles ont accompli beaucoup de missions dans le monde rural. La promotion pour une pêche durable, des campagnes de sensibilisation sur la nutrition, la gestion de l'école pour une éducation de qualité sont autant de domaines dans lesquels elles sont intervenues avec efficacité et abnégation. Chers volontaires, votre abnégation et votre détermination dans l'atteinte de vos objectifs respectifs constituent une exemplarité qui n'est plus à démontrer ni auprès de nos populations, ni auprès des autorités, qui, de par ma voix, saluent votre engagement, votre générosité et votre esprit de sacrifice dans l'exercice de vos missions, afin de soulager les populations locales pour un développement intégré durable. Pour rappel, le Sénégal est l'un des grands bénéficiaires du programme de service des volontaires japonais pour la coopération à l'étranger. Plus de 900 volontaires nippons ont été envoyés au Sénégal de 1980 à maintenant. Dans l'actualité nationale, toujours cette cérémonie d'adoublement et de présentation du drapeau à la 7e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Une promotion de 40 élèves officiers, dont certaines femmes, 4 dont une fille venant de la brigade des sapeurs-pompiers, 4 de la Guinée, 2 dont une fille du Niger, temps fort de la cérémonie avec Moussa Mané. Mais, 7e promotion, genoux, terre. Ce rituel appelé adoublement constitue un temps fort dans la vie des élèves officiers de l'école de la gendarmerie nationale. Il marque la fin de la période probatoire de 3 mois à laquelle ils ont été soumis. Tout au long de cette période, leurs capacités d'endurance et de résistance ont été sollicitées. Les vertus de courage, d'abnégation, de sacrifice, de solidarité et d'humilité vous ont été ainsi inculquées. Votre vocation a été désormais confirmée et nous vous estimons à compter de ce jour dignes d'être des élèves officiers à part entière. La nouvelle phase est celle de la consolidation et de l'exploitation des acquis. Désormais, ils ont choisi de servir sous les drapeaux en tant qu'officiers. Ce drapeau symbolise l'emblème national et unit toutes les forces armées. Dans cette grande famille, ils s'identifieront au drapeau de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Élèves officiers de la 7e promotion du cours de formation. Devant vous, le drapeau de la République du Sénégal. Les drapeaux et étendards symbolisent notre chère patrie ainsi que la personnalité de la formation à laquelle ils sont attribués. On appelle drapeau l'emblème des unités à pied et étendard celui des unités montées. Symbole de la souveraineté de la nation sénégalaise, le drapeau personnifie la patrie et ses valeurs. Ces élèves officiers de la 7e promotion ont le devoir de le défendre jusqu'à l'ultime sacrifice.
N'oubliez pas, après ce journal, la page spéciale consacrée au Djambar tombé au Mali. Voilà qui met fin à cette édition. Moubalde sera sur ce plateau pour d'autres nouvelles. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Comme je vous l'annonçais, voici la page spéciale consacrée à la cérémonie présidée par le chef de l'État en hommage aux 2 militaires sénégalais tués au Mali. Conscient de la place qu'occupent les forces armées sénégalaises et le rôle qu'elles jouent dans la défense de l'intégrité territoriale et partout dans le monde, le président de la République a tenu à présider personnellement cette cérémonie. Son Excellence Macky Sall, chef suprême des armées, rend ainsi hommage aux 2 soldats tombés sur le champ d'honneur. Depuis 1960, au Congo, le Sénégal contribue régulièrement aux efforts de paix et de sécurité internationale. Cette option courageuse et noble a été maintenue par l'envoi de contingents de militaires pour la défense des idéaux de paix et de liberté si chers à notre nation. Madame le Premier ministre, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale, officiers généraux, officiers, sous-officiers, soldats du rang. C'est avec beaucoup de tristesse que je me suis incliné devant les cercueils du caporal-chef Ousmane Fall et du soldat de première classe Cheikh Tidiane Sarr, tombés au champ d'honneur à Kidal, où ils étaient partis défendre la paix, la sécurité du peuple, frères et amis du Mali. Et comme vous l'avez rappelé, l'armée nationale du Sénégal a été très tôt engagée pour la cause de la paix internationale et de la sécurité internationale. De 1960 à nos jours, nos djambars ont rayonné partout sur les théâtres d'opération en faisant montre d'une bravoure exceptionnelle et d'un professionnalisme reconnu par tous. En prenant la décision historique d'envoyer un contingent au Mali, alors même que les Nations Unies n'avaient pas encore décidé d'envoyer des casques bleus, notre pays a voulu exprimer une solidarité à l'égard de son frère jumeau, le Mali. Aller combattre au Mali contre le terrorisme, c'est aussi faire preuve d'une sécurité préventive pour le Sénégal. Empruntant votre devise, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Le Sénégal sera toujours debout et son armée nationale avec pour faire face à toutes les menaces. Et j'entends en ce qui me concerne, en ma qualité de chef suprême des armées, donner tous les moyens nécessaires à l'armée nationale pour assumer ses missions régaliennes de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, mais partout où la communauté internationale fera appel au Sénégal. À ce titre, l'engagement des forces armées sénégalaises au Mali dans le cadre de la MINUSMA, pays frères liés par l'histoire, la géographie, la culture et bien d'autres facteurs, est un acte de haute portée. C'est pour répondre à l'appel de cette République sœur et pour lutter contre une menace de déstabilisation sous-régionale que nos djambars sont engagés.
C'est à ce titre que la 2e compagnie du bataillon des commandos est déployée à Gao puis à Kidal pour servir de force d'intervention rapide. C'est à ce titre que leur fut confiée la sécurité de la Banque de solidarité, conjointement avec les troupes maliennes. Hélas, ce samedi 14 décembre 2013 à l'aube, alors que le groupe était de garde, le caporal-chef Ousmane Fall et le soldat de première classe Cheikh Tidiane Sarr ont été ravis à notre affection au cours d'un lâche et barbare attentat à la voiture piégée perpétré par un groupe terroriste. Caporal-chef Ousmane Fall, né le 28 juillet 1972 à Saint-Louis, le caporal-chef Ousmane Fall est incorporé dans l'armée le 1er septembre 1994 et affecté le même jour au 12e bataillon d'instruction où il suivit la formation initiale du combattant. À l'issue, il est affecté à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack. S'étant fait distinguer par son engagement et ses brillantes aptitudes militaires, il est affecté au bataillon de commando en 2001, après son stage du certificat d'aptitude technique numéro 1, et nommé successivement au grade de caporal le 1er juillet 2004, puis au grade de caporal-chef le 1er octobre 2007. Ousmane Fall a toujours été noté comme un gradé au sens élevé de la discipline, très entreprenant et surtout courageux. Depuis son affectation au bataillon de commando et jusqu'à son ultime déploiement au sein du 1er détachement sénégalais au Mali, il a participé à toutes les opérations de ce corps d'élite, faisant sienne la fameuse devise « Go Fit ». Soldat de première classe, Cheikh Tidiane Sarr, né le 12 juin 1985 à Nguessine, dans la région de Fatick. Le soldat de première classe, Cheikh Tidiane Sarr, est incorporé dans l'armée le 1er septembre 2005. À l'issue de sa formation initiale au 12e bataillon d'instruction, il est affecté au bataillon de commando, où il a servi depuis lors. Ce sont ces valeurs intrinsèques de combattant, faites de discipline, de bravoure et de loyauté qui lui ont valu son engagement en 2007, puis sa désignation en 2008 pour faire partie du 6e contingent sénégalais au Darfour. Son dynamisme et ses hauts faits d'armes au sein de son unité lui ont valu à plusieurs reprises d'être cité en exemple et félicité par ses chefs. En effet, malgré son jeune âge, le sourire serein qu'il affichait toujours, même pendant les moments les plus difficiles, témoignait de sa bravoure et de son engagement à l'idéal commando. Sur ce théâtre d'opération, nos djambars se sont distingués par leur professionnalisme unanimement apprécié par le commandement de la MINUSMA, les autorités maliennes, mauritaniennes et bien d'autres. Après m'être incliné derrière le chef de l'État sur les cercueils des 2 valeureux djambars, renouveler au peuple sénégalais, aux autorités sénégalaises, les condoléances de son Excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta, du gouvernement du peuple malien. C'est des moments d'émotion. C'est des jeunes qui ont été arrachés à leur vie de manière lâche. Mais dans l'adresse du chef de l'État, comme vous l'avez suivi, le peuple sénégalais est un peuple frère jumeau du peuple malien et les 2 peuples sont prêts au sacrifice ultime, l'un pour défendre l'autre. Donc encore une fois, je souhaite beaucoup de courage aux familles éplorées avec lesquelles nous étions
depuis l'arrivée des corps hier jusqu'à ce jour. Je voudrais rendre hommage à 2 fils d'Afrique, à 2 fils du Mali, à 2 fils du Sénégal, tombés en terre malienne pour le salut du Mali. Membres de l'aménagement, ils ont perdu la vie le samedi 14 décembre lors d'un attentat terroriste lâche et barbare à Kidal, dans le nord du Mali. Je voudrais ici dire toute mon émotion, et présenter mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes, ainsi qu'à l'aménagement, au peuple sénégalais et à mon frère le président Macky Sall, au nom du peuple malien et à mon nom propre. Ils sont morts pour le Mali et nous ne l'oublierons jamais. Je tiens à joindre ma parole à celle de mon frère, le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour présenter à mon tour aussi les condoléances du peuple mauritanien et de son gouvernement à notre cher frère, le président Macky Sall, à l'occasion du décès des 2 soldats sénégalais qui sont morts pour la liberté et qui sont morts aussi pour défendre un pays frère, un pays ami, contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, contre ce phénomène que nous combattons, que nous avons combattu jadis et que nous continuerons toujours à combattre. Pour le président de la République, Macky Sall, ces 2 soldats méritent à bien des égards l'hommage de la nation pour leur sacrifice. Ils ont défendu une cause noble. À leur famille éplorée, la nation tout entière présente sa compassion. Nous prions Allah le Tout-Puissant pour qu'il accepte le caporal-chef Ousmane Fall et le soldat de première classe Cheikh Tidiane Sarr en son paradis éternel. Je présente les condoléances de la nation à leurs familles éplorées et prions pour leur repos éternel. Amen. Le souvenir de ces 2 illustres fils de la nation restera toujours dans les cœurs et leurs noms seront inscrits en lettres d'or au mémorial des Djambars tombés au champ d'honneur pour que le devoir de mémoire reste vivace à travers les âges et les générations.